Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afrique Info en direct de Beijing. Les attaques de Bruxelles seront très probablement en haut de l'agenda de la rencontre des ministres africains de la Défense cette semaine. Les représentants des régions du Sahel et du Sahara se rassemblent dans la station touristique de Sharm el-Sheikh en Égypte. Ensemble, ils élaboreront des plans afin de mieux combattre la menace du terrorisme. Les experts des 27 États membres de la CENSAD, communauté des États sahélo-sahariens, ont assisté aux rencontres préparatoires. Durant leur rencontre à huis clos, ils ont finalisé un avant-projet pour les ministres de la Défense qui se réunissent jeudi et vendredi. En haut de l'agenda, les efforts pour combattre le terrorisme. La force croissante du groupe EI, d'AQMI et de Boko Haram est une cause d'inquiétude pour le continent. Une stratégie de sécurité devrait être élaborée pour faire face au terrorisme dans la région du Sahel et dans le désert. Le timing est très important en raison du crime organisé, du trafic d'armes et du trafic d'êtres humains. Tous servent un objectif, soutenir le terrorisme. Je pense que l'existence même de certains États membres ici a été menacée par le terrorisme. Le terrorisme est devenu une menace mondiale. Les militants peuvent facilement voyager d'une région à une autre et provoquer le chaos. C'est pourquoi 5 pays d'Europe sont maintenant à Sharm el-Sheikh comme observateurs. C'est devenu une nécessité et non une option que tous les pays se coordonnent et se rencontrent à travers plusieurs mécanismes, qu'ils soient bilatéraux ou multilatéraux, lors d'organisations ou de conférences internationales. Ils doivent tous prendre des mesures adéquates, suivre ces mesures et être sûrs qu'ils soient en place. L'Union africaine a condamné les attentats terroristes de Bruxelles. La présidente de la Commission de l'Union africaine a déclaré via son porte-parole que l'Afrique allait travailler avec le reste du monde et combattre le terrorisme. La présidente de la Commission de l'Union africaine, son Excellence le Dr Nkosazana Dlamini Zuma, quand elle a pris pour le regrettable incident de Bruxelles hier, a immédiatement condamné l'attentat terroriste et exprimé ses condoléances à ceux qui ont perdu la vie, à la fois au gouvernement de Belgique et au peuple de Belgique. Mais elle a également exprimé ses vœux de rétablissement aux blessés. La présidente a également saisi cette occasion pour appeler la communauté internationale à poursuivre son travail dans la solidarité et la collaboration pour combattre le terrorisme sous toutes ses formes, où qu'il se produise. Économie à présent. Le gouvernement nigérian projette d'injecter près de 1,8 milliard de dollars dans l'économie au cours du prochain trimestre pour relancer la croissance qui souffre en partie de la baisse des recettes liées au pétrole. Le brut représente la majeure partie des revenus de gouvernement et la baisse depuis juin 2014 n'est rien moins qu'une catastrophe. Nous avons mis en place des mesures de sécurité pour garantir que cet argent parvienne à l'objectif désiré, qui est de stimuler l'économie. Nous discutons déjà avec certains des entrepreneurs que nous payerons. L'objectif ou critère déterminant est le nombre de Nigérians réengagés. L'objectif ou critère déterminant est le nombre de Nigérians réengagés. Nous nous concentrons sur la restructuration de l'agriculture. Cela est la clé. Nous avons déterminé des objectifs nationaux pour l'autosuffisance dans plusieurs cultures identifiées. En particulier, nous avons décidé de travailler ensemble pour être sûr que d'ici la fin de cette année, nous soyons autosuffisants dans la pâte de tomate. Le Nigeria toujours se démène avec une importante pénurie de carburant et de longues files aux stations d'essence. Malgré les livraisons, le manque semble persister. Lorsque le dernier cycle de pénurie de carburant a commencé au début du mois de février, la plupart des gens pensaient que celle-ci s'atténuerait en peu de temps. Et le gouvernement aussi a assuré qu'il ne s'agissait que d'une micro-coupure dans l'approvisionnement. Plus d'un mois et plusieurs efforts du gouvernement plus tard, il n'y a toujours pas de répit et les conducteurs sont très frustrés. Le gouvernement fait de son mieux, mais ce mieux n'est pas assez bon. Toutes les stations-service que j'ai dépassées dans cette zone ont jusqu'à 1 km de file de véhicules. En venant dans cette station-service, j'ai remarqué que la queue n'était pas trop longue. Malgré cela, j'ai fait la queue pendant 4 heures. La pénurie de carburant au Nigeria était d'habitude le résultat de désaccords sur les paiements de subventions. Depuis que les subventions ont été supprimées, c'est à présent un problème d'inadéquation entre l'offre et la demande énorme. La consommation estimée du Nigeria est d'environ 40 millions de litres par jour. La plus grande partie de cette quantité est importée,
comme les raffineries du pays ne peuvent satisfaire la demande locale. Le gouvernement se charge à présent de 78% des importations via son monopole, la NNPC, laissant aux grands vendeurs d'essence indépendants le soin de pourvoir aux 22% restants. Ceux-ci disent qu'ils ont des difficultés à importer en raison du manque de devises étrangères. Le président du syndicat local de pilotes de bateaux-citernes, Tokumbo Korodo, dit que l'incapacité des vendeurs à satisfaire à leur quota de 22%, ainsi que l'échec du gouvernement à satisfaire à son propre quota, sont largement responsables de la pénurie actuelle de carburant. Seule la NNPC importe du produit dans le pays. Ce sont les principaux importateurs du produit ces jours-ci, mais ils n'ont pas de structure pour le distribuer. Ils ont recours aux principaux vendeurs et à des indépendants sur un accord de débit. À part ceci, ils sont incapables d'approvisionner en quantité suffisante. Ce à quoi nous assistons à présent est le résultat d'une société en pénurie de carburant. Un autre goulot d'étranglement est constitué par la distribution d'essence importée dans le pays. Alors que la plupart des oléoducs du gouvernement ont été sabotés, les camions doivent se rendre jusqu'au port de Lagos pour charger l'essence destinée à la distribution. Le processus consomme trop de temps et quelquefois, les produits sont détournés de leur destination originale. Ils courent après des rêves. Je ne comprends pas le sens de ce qu'ils font. Il est obligatoire pour les propriétaires de camions d'installer un dispositif de repérage sur leurs camions avant que ceux-ci ne puissent être utilisés à seule fin d'être détournés ou divertis. Et ce n'est pas une chose nouvelle, mais ça existe depuis 5 ou 6 ans. Certains des oléoducs sabotés sont en phase de réparation et l'essence est à présent pompée vers des dépôts loin de Lagos. Nous assistons à une réduction du nombre de camions venant à Lagos pour charger le carburant. Les experts en énergie disent que si les oléoducs continuent de tenir sans être éventrés, la pénurie actuelle pourrait finir dans les 2 prochaines semaines. Mais ils se pressent d'ajouter que la solution permanente à son problème pérenne d'essence consiste à raffiner le produit au Nigeria. Depuis sa création il y a 9 ans, la zone industrielle orientale, située à 30 km de la capitale éthiopienne Addis Abeba, est un exemple probant de l'impact positif du développement industriel chinois dans la région. Elle accueille aujourd'hui les plus gros fabricants chinois tels que les chaussures Huadian ou les moteurs Lifan. La mise en place de la zone industrielle orientale bénéficie également aux Éthiopiens. Bienvenue dans la zone industrielle orientale. Ici sont basées plus de 40 usines de fabrication. Du vêtement au ciment en passant par la chaussure ou l'automobile, de nombreux secteurs sont présents et emploient des milliers d'habitants de la région. Créée en novembre 2007, la zone industrielle orientale a joué le rôle de parc industriel, mais également celui de centre d'excellence. Le gouvernement fédéral éthiopien a même fait entrer cette zone dans son programme de réduction de la pauvreté et de développement durable. Cette zone industrielle est la première en Éthiopie et va fournir une opportunité aux investisseurs étrangers. Nous bénéficions du soutien des gouvernements éthiopiens et chinois car la zone profite aux 2 nations. Le gouvernement chinois a beaucoup d'expérience en termes de construction de ce type de zone qui attire les investissements étrangers. De grandes enseignes chinoises telles que le chausseur Huadian ou le constructeur de moteurs Lifan font partie des membres de renom qui ont saisi cette opportunité commerciale. Ces entreprises créent à l'heure actuelle de nombreux emplois et partagent connaissances et compétences avec la jeunesse locale. Nous avons 2 choses à notre disposition ici. D'abord, nous mettons en pratique ce que nous avons appris à l'école. Ensuite, ce rassemblement de savoir-faire est le plus gros du pays, donc c'est un privilège de travailler ici. Nous bénéficions de cette proximité et nous aidons le pays à accumuler des devises étrangères. Avant, je travaillais dans une station-service sur une vieille machine épuisante. Grâce à ce travail, je suis formé à de nouvelles technologies qui consomment peu d'énergie et qui sont plus productives. C'est clairement un meilleur emploi et mon revenu est satisfaisant. Les 40 entreprises manufacturières de la zone fabriquent des produits consommés en Éthiopie comme dans le monde entier. Cela répond à un grand besoin de devises étrangères en Éthiopie.
L'Éthiopie offre des conditions avantageuses. Ils nous font bénéficier d'un service à guichet unique, de détaxe pour les clients de la zone et de nombreuses autres facilités. En plus, c'est très paisible comme environnement. Le seul problème est celui du manque de devises étrangères. Les usines ont toujours besoin de matériaux bruts. Selon le gouvernement, la zone industrielle orientale contribue au plan de développement industriel du pays. La zone est une excellente plateforme pour les industriels chinois et leurs partenaires. Elle fait office de passerelle pour les entreprises chinoises souhaitant s'implanter en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique. Les infrastructures sont une nécessité vitale pour la croissance économique et le développement d'un pays. Le Botswana est riche en diamants et ne fait pas exception. Ce pays sans débouchés maritimes possède un réseau de routes fiables. Son réseau ferroviaire pour passagers est cependant en veille depuis 2009, les rames d'usagers étant devenues dangereuses. Le gouvernement a décidé l'année dernière qu'il fallait remédier à cette situation. Le Botswana fêtera cette année ses 50 ans d'indépendance. Une partie de ces célébrations incluront la réintroduction d'un service ferroviaire pour passagers. L'indépendance de notre bien-aimé Botswana ne peut aller sans mentionner le système ferroviaire. Le chemin de fer a toujours joué un rôle très important dans l'établissement de ce pays, lorsqu'il était sous protectorat britannique et ensuite lorsqu'il est devenu une république indépendante. C'est un travail très important pour le gouvernement, car nous ajouterons de la valeur au niveau du déplacement des passagers vers leur destination, plus particulièrement au niveau du réseau d'activité le plus animé du Botswana, qui se trouve dans la région Est. Transnet Engineering, une entreprise basée en Afrique du Sud, a fait partie des enchérisseurs pour fournir 36 wagons à son voisin. Cette entreprise baisse les coûts et le délai de livraison et ajoute en bonus le fait que ces rames sont fabriquées en Afrique du Sud. Le contrat se monte à 16,6 millions de dollars. Nous pensions que cela allait être très difficile, car nous étions en concurrence avec certaines entreprises de l'Est. Heureusement, nous avons gagné. Le Botswana prévoit d'étendre son réseau ferroviaire et Transnet fournira les équipements supplémentaires requis. Nous pensons à des projets d'extension. Nous pensons à acquérir des locomotives, à étendre les lignes pour réaliser une jonction avec la ligne qui se trouve dans le nord. La ligne qui va vers le nord correspond à la ligne qui va vers le pont Insinkula, où ils vont construire un pont pour incorporer une ligne ferroviaire. C'est une journée importante pour le Botswana et pour les Botswanais, car ils ont à présent d'autres moyens de se déplacer à travers le pays, de Francistown jusqu'à Lobatse. C'est un grand jour pour Transnet également, car cette compagnie a signé un contrat d'une grande importance. Elle fournira en effet des wagons conçus en Afrique pour une solution africaine. Les économistes ougandais mettent en garde le gouvernement qui perd des revenus provenant de la vente de poissons, car rien n'est fait pour accroître les rendements, notamment au niveau des petits producteurs. La pêche constitue l'une des principales sources de revenus pour le pays, toutefois le secteur demeure largement sous-développé. Sur les rives du lac Victoria, le grand lac d'Afrique, on trouve Kaba. Kaba est l'un des plus grands marchés de poissons de l'Ouganda et il se situe à la périphérie de Kampala, la capitale ougandaise. Des milliers de personnes travaillent ici. La plupart des jeunes hommes et femmes qui travaillent ici étudient aussi. Ils vendent du poisson pour pouvoir payer leurs études. En ce qui me concerne, je dois subvenir aux besoins de mes enfants et construire une maison où ma famille et moi pourrons vivre. De la célèbre perche du Nil à tilapia et langfish, les pêcheurs approvisionnent tous les matins les marchés. Ici, le poisson est principalement vendu aux enchères. Ce type de transaction est courant parmi les poissonniers. Le poisson est principalement destiné à l'exportation, mais une partie est consommée localement par toutes les personnes qui se rendent au marché. La demande est plus forte le dimanche, mais même les autres jours, nous vendons normalement. Nos stocks sont écoulés en une journée, le cas contraire est rare. Durant des années, le poisson a été l'une des principales exportations de l'Ouganda, derrière le café. Toutefois, aujourd'hui, les stocks s'épuisent. Cela s'explique par une pression croissante sur les ressources hydriques du pays, c'est-à-dire les lacs et rivières. Par conséquent, le gagne-pain des millions de personnes qui dépendent du secteur du poisson pour vivre est menacé. Les autorités rejettent la faute sur les méthodes de pêche. Selon elles, la hausse de la population a engendré une pêche à outrance. Les grossistes en poisson ici confirment cela. La pêche illégale a augmenté. Nous avons beaucoup de jeunes poissons et les plus gros sont maintenant très chers.
Selon le gouvernement, le secteur de la pêche emploie plus de 1,3 million de personnes en Ouganda. Les experts disent qu'il faut développer le secteur en sensibilisant les communautés pour qu'elles emploient les techniques de pêche modernes et pour repeupler les eaux. Nous avons besoin de plus de soutien du gouvernement pour améliorer la pêche, car de nombreux pêcheurs veulent adopter les méthodes modernes. Mais cette communauté continue à espérer que les poissons abondent dans le lac pour subvenir à leurs besoins. Durban espère accueillir sous peu le plus grand gratte-ciel d'Afrique. Un promoteur privé a prévu la construction d'une tour de 370 mètres de haut susceptible d'attirer les touristes nationaux et les étrangers et de faire connaître la ville. Le projet est ambitieux et son coût est estimé à 6 milliards de rands. Ceci est la tour iconique de Durban. Le bâtiment comprendra 88 étages et culminera à 370 mètres en face de l'océan Indien. Le projet en est à ses balbutiements et plusieurs offres sont actuellement étudiées par les investisseurs. Dans les 5 ans, le ciel de Durban aura peut-être complètement changé. À quelques mètres seulement de là où nous nous trouvons se situe l'emplacement potentiel de la tour iconique qui a pour ambition de devenir le plus grand gratte-ciel d'Afrique et de l'hémisphère sud. Je pense que cela changerait tout pour Durban. Cette tour aurait réellement un impact majeur sur l'aspect du ciel de Durban et lui apporterait la modernité à laquelle les futures générations voudront appartenir. Il s'agirait d'ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire de Durban. Sur une période de 4 ans, le projet engendrerait la création de 7600 emplois, dont 5000 seraient permanents. Une fois complété, le projet pourrait générer des millions en taux. Le bâtiment et l'ensemble du projet sont estimés à 6 milliards de rands. L'investissement serait privé et l'apport initial de 6 milliards viendrait dans sa totalité d'investisseurs privés. D'un point de vue architectural, ce que nous voulons vraiment capturer, c'est un mode de pensée progressif. La forme de la tour incarne selon nous le futur. En ce qui concerne l'occupation du bâtiment, nous souhaitons offrir des espaces résidentiels au sommet et 2 hôtels dans la partie basse. À la base de la tour se trouverait un centre commercial haut de gamme. S'il est approuvé, le gratte-ciel le plus haut d'Afrique sera construit en 4 ans et achevé à temps pour les Jeux du Commonwealth de 2022. Nous voulons que cette tour soit en service avant la tenue des Jeux du Commonwealth. Nous sommes heureux qu'ils se tiennent ici en 2022 et cela nous donne une ligne directrice. Ils deviendront une lueur d'espoir pour nos habitants et nos partenaires africains et le reste du monde. Le financement est en place et nous avons d'ores et déjà établi des partenariats technologiques. Les architectes du monde entier ont exprimé leur intérêt pour le projet et nous avons le soutien du gouvernement et des investisseurs. Donc je suis très confiant. Les promoteurs espèrent que le projet va se concrétiser et que sa proximité avec le stade Moses Mabhida attirera de nombreux événements nationaux et internationaux. Certains pensent même aux Jeux olympiques. Santé à présent. La spiruline, une algue microscopique hautement nutritive et riche en protéines, attire l'attention des scientifiques du continent africain. Au Burkina Faso, de nombreuses fermes et laboratoires ont été créés pour cultiver cette plante dans l'espoir de trouver une solution à la malnutrition. La spiruline est cultivée ici au centre de production de Koudougou, à 100 km de la capitale Ouagadougou. La spiruline, souvent utilisée comme complément alimentaire dans les cas de régime, fait partie de la famille des algues et pousse naturellement dans les lacs. Elle est cultivée ici dans des bassins de 200 mètres carrés. Dans chaque unité de production, une équipe de 3 femmes s'occupe de cette algue entre 7 h du matin et midi. Elle récolte, compresse, puis assèche le produit pour finalement l'empaqueter. La spiruline est très nutritionnelle, donc elle a en elle-même beaucoup de vitamines, la vitamine A, la vitamine B, la vitamine C, la vitamine E, la vitamine K, donc plusieurs vitamines et plusieurs éléments nutritionnels, donc des oligo-éléments comme le fer, le magnésium, le calcium, le potassium et bien d'autres éléments. Donc ces impacts sur la santé, c'est quoi? En apportant la spiruline comme produit qu'on consomme de façon à l'habitude, donc on apporte tous ces éléments nutritionnels sur la santé humaine. Selon l'UNICEF, environ 3 millions de femmes meurent de malnutrition dans les pays en voie de développement chaque année. Le projet Spiruline Nayalgué a été créé au Burkina Faso pour combattre ce fléau et fournir une aide aux personnes porteuses du sida. À ce jour, le centre de production de spiruline est le principal fournisseur des centres de soins du pays. Les enfants qui ont la malnutrition aiguë modérée et les enfants qui ont la malnutrition aiguë sévère.
plus les enfants qui sont là pour le suivi. Pour les enfants qui ont la malnutrition, en utilisant ça, on voit que l'enfant récupère rapidement. Et puis, en ce moment, nous avons des femmes aussi qui ont l'insuffisance de lait maternel. Avec ça, on arrive à donner la spiruline à la maman pour qu'elle ait beaucoup de lait. C'est bon. Et puis, ça donne l'enfant la même petite force. Ça rend l'enfant la même bien. Même si tu la donnes n'importe comment, elle mange comme elle vit. La spiruline a reçu l'approbation du gouvernement du Burkina Faso, mais elle attend encore le feu vert dans les organisations de santé du reste du monde. C'est vrai qu'elles connaissent ces bienfaits, mais je pense que c'est peut-être pour une question d'intérêt de certaines firmes ou de certains laboratoires internationaux qui n'ont pas forcément intérêt à ce que la spiruline émerge parce qu'elle aurait pour effet de se substituer à certains d'autres produits qui sont écoulés sur le marché mondial et qui apportent beaucoup à une reconnaissance aussi bien de l'OMS et d'une autorisation officielle pour que ce produit soit utilisé pour le traitement de la malnutrition, principalement dans certains pays de l'Afrique. Le succès surprise de la spiruline a permis la création de nombreuses fermes capables de satisfaire la demande grandissante au Burkina Faso et dans les pays voisins. Gianni Infantino, le nouveau président de la Fédération mondiale de football, a choisi le Soudan du Sud pour sa première visite en tant que président. Monsieur Infantino a rencontré à Djouba le président Salva Kiir et inauguré le nouveau bâtiment de la FIFA dans le plus jeune pays du monde. Le nouveau président de la FIFA, Gianni Infantino, a entamé son mandat de président de la FIFA par une visite dans le plus jeune pays du monde. Il a déclaré que le Soudan du Sud avait une place particulière dans son cœur, car c'est le premier pays africain qu'il a visité lors de sa campagne pour devenir président de la FIFA. Infantino a rencontré le président sud-soudanais avant d'inaugurer le siège de la Fédération sud-soudanaise de football. Gianni Infantino a déclaré vouloir que le nombre de pays africains participant à la Coupe du Monde passe de 5 à 7. I cannot change the past, but I can shape the future a little bit. And what was decided in the past. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux changer un petit peu l'avenir. Ce qui a été décidé dans le passé en ce qui concerne les Coupes du Monde 2018 et 2022 est fixé, mais en ce qui concerne la Coupe du Monde 2026, c'est quelque chose qui est ouvert. Et nous travaillons actuellement à cela. Un point de mon programme concernait la hausse du nombre d'équipes dans la Coupe du Monde de 32 à 40. Et pour cette raison, je vais me battre pour avoir 7 équipes africaines garanties dans la Coupe du Monde, voire même 8, car dans ma proposition que j'ai soulignée dans mon manifeste, nous sommes arrivés à 39 et il reste une place. La Fédération sud-soudanaise de football, à l'instar de nombreuses autres institutions du pays, est confrontée à d'énormes défis tels que le manque d'infrastructures et de financement. À commencer par les infrastructures, la formation des arbitres et des entraîneurs et le soutien à l'équipe nationale. Beaucoup de choses en fait. Nous allons travailler avec la FIFA et la CAF pour voir comment nous pouvons commencer étape par étape à mettre en place tous les projets qui devront être approuvés par la FIFA. Il y aura des améliorations, mais nous avons besoin de temps. Culture pour terminer ce journal. Qui n'aime pas une bonne histoire? Le fait de raconter des histoires date de la nuit des temps. C'est le fondement de plusieurs cultures. Mais quelle est la place du folklore dans un monde où Twitter et Netflix existent? Une équipe d'écrivains kenyans est déterminée à maintenir la tradition vivante. Ils demandent de l'aide aux conteurs du continent. Le folklore a toujours été la clé pour maintenir les croyances et coutumes vivantes. La sagesse et les mots des ancêtres sont transmis de génération en génération. Toutefois, l'art traditionnel de raconter une histoire est en train de disparaître. J'ai discuté avec les aînés et ils disent que les jeunes d'aujourd'hui sont plus intéressés par ce qui se passe à la télé.
En plus, les grands-parents ne vivent pas avec la famille. Le problème avec les histoires qui sont transmises à l'oral, c'est que le moment où la génération qui la connaît disparaît, l'histoire est perdue à tout jamais. Kwani, réseau littéraire kényan, a organisé son premier festival dédié à la littérature orale. On tire toujours une leçon d'une fable. Ici, la technologie est utilisée en faveur de la tradition. Vous devez transcrire les histoires, sinon elles mourront avec moi. Avec toutes les histoires que je connais, cela serait vraiment triste. Les mots aiment être prononcés. Dès que cela est fait, ils seront connus pour toujours. Les histoires de ma grand-mère sont trop longues mais drôles. D'après Maïmouna Jallo, conteuse d'histoire, l'une des solutions pour que le folklore africain survive à notre époque serait si les sociétés réinventent les contes traditionnels en restant fidèles à la forme artistique. J'ai découvert que partout dans le monde, les histoires ont tout un message à transmettre. Mais le contexte est un peu dépassé et les enfants de cette génération ont du mal à s'identifier. Kwani est un concours qui encourage les jeunes écrivains à créer leur propre version du folklore africain. Ils ont ensuite la possibilité de les soumettre en ligne. C'est une opportunité pour les conteurs d'histoire de parler des problèmes qui minent le continent, comme le radicalisme ou la corruption. Dès que nous aurons fini, nous recueillerons les histoires et nous les lirons dans plusieurs écoles. La compétition de 2 mois se déroulera jusqu'au 20 mai. Les 25 meilleures histoires seront publiées et reproduites dans les journaux sur l'ensemble du continent. Ainsi s'achève cette édition d'Afrique Info. Merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt sur CCTV Français.